La République est un régime aristocratique qui donne le pouvoir à ceux qui semblent être les meilleurs aux yeux des électeurs. Pourtant, nous peinons à y voir des chefs dans lesquels avoir réellement confiance. Pour restaurer une société qui soit ordonnée au bien commun, question cruciale est celle de savoir à qui nous confions la tâche de décider. L'expérience moderne nous a montré que la seule science politique ne suffit pas à former une élite capable de remplir cette fonction. Il nous faut des chefs, de véritables chefs naturels, qui à tous les échelons de la société sauront être les serviteurs d'un projet commun et tirer le meilleur de chacun pour le réaliser. Mais comment les identifier afin de donner à chacun la place qui lui convient et par laquelle il pourra s'épanouir au service de tous? Comment recréer une authentique aristocratie qui saura servir bien mieux qu'être servie? Le temps des chefs est venu, découvrons-le maintenant avec François Bert. Bonjour François Bert, Bonjour Swan. vous êtes ancien officier de la Légion étrangère et fondateur de l'entreprise Edelweiss, qui est donc un cabinet d'accompagnement des acteurs publics et privés sur un double discernement, accompagner donc ces acteurs au choix de leurs équipes et à décider dans les situations. Donc un discernement décisionnel. Vous avez écrit ce livre, Le temps des chefs est venu, et je voudrais vous interroger aujourd'hui sur comment en fait restaurer une aristocratie pour demain, comment savoir quel est un chef et comment est-ce qu'on peut avoir des chefs qui puissent s'investir à tous les niveaux de la société pour restaurer une société ordonnée au bien commun. Donc la question est ouverte. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous parlez tout de suite d'une aristocratie, là où le titre c'est le temps des chefs. Là où traditionnellement, la plupart du temps, les gens aiment qu'on parle de l'homme providentiel, justement, le temps du chef. Le fait que vous parlez d'aristocratie est particulièrement pertinent pour moi, parce qu'il s'agit bien d'une action la plus vaste possible à un maximum d'échelons. L'aristocratie, le sujet est immense aussi, mais tout l'enjeu est de repositionner l'aristocratie sur sa juste valeur. Aujourd'hui, on peut considérer ça comme ça, c'est-à-dire que la Révolution française a remplacé l'intelligence de l'action qui s'essoufflait, voire qui s'enquistait complètement, par l'intelligence du discours qui la paralyse. Et donc ça a amené à un changement de casting. C'est-à-dire que parce qu'on a fait comme primauté absolue le mandat électif, on a positionné d'abord des gens qui voulaient briller, s'imposer par la puissance de leurs idées. On a d'abord fait l'avènement des idéologues, Robespierre en étant la plus parfaite illustration. Et de l'autre côté, à mesure que le temps passait et que le besoin de renouveler les élites et le besoin de se démarquer se faisait de plus en plus pressant, ces élites idéologiques ont été remplacées par des élites de vente, et donc par une aristocratie de la vente, une aristocratie aujourd'hui de l'émotion. Et si on va jusqu'au bout de l'aristocratie de l'émotion, le but étant de se faire aimer pour se faire élire, on arrive à l'aristocratie narcissique. C'est celui qui arrive à faire croire que tout faire pour son propre profit à lui, c'est agir pour le bien de la société. C'est une espèce de fusion. Voilà. Donc on a ce glissement-là, et c'est très intéressant pour moi d'aborder le sujet d'emblée sur un phénomène historique, parce qu'on voit très bien comment il y a une transformation d'une aristocratie qui est effectivement en danger par une nouvelle aristocratie qui la remplace, mais qui n'a pas le bon casting. C'est-à-dire qu'au lieu de faire en sorte qu'on ait des vrais chefs capables de décider à tous les échelons, on a cru qu'on allait se rassurer par une élite qui pensait bien et fort, puis par une élite qui savait séduire. Mais dans tous les cas de figure, on va revenir après dans les détails là-dessus, dans tous les cas de figure, on transforme une élite qui est calibrée uniquement pour la conquête du pouvoir et à aucun moment sur l'exercice du pouvoir. Voilà. Ouais. C'est ça. Et donc c'est parce que la République met à disposition le pouvoir justement dans des élections et donc dans la séduction de l'opinion publique qu'on a forcément une élite de la vente qui émerge pour justement répondre à ce besoin de conquérir le pouvoir
de séduire l'opinion publique et finalement qui n'est pas prête à diriger. Voilà, et avec cette espèce d'inversion qui est que, comme c'est très intéressant de voir ça, c'est-à-dire que pour moi, l'élection présidentielle, et donc avec elle le suffrage universel direct, un lien direct de tout un peuple avec la magistrature suprême, comme il y a au sommet de l'édifice cette élection, qui est, il ne faut pas s'en cacher, et d'ailleurs c'était assez drôle de voir comment certains turiféraires n'arrêtaient pas d'employer le langage monarchique à propos d'Emmanuel Macron, parlant de prince thaumaturge, etc. Pour moi, profondément, le rite de l'élection présidentielle, c'est très frappant en France, a cette espèce de nostalgie à peine voilée de « on va finir par retrouver celui autour duquel toute forme d'autorité pourra être possible et qui vient chez nous comme la providence de la Sainte Ampoule au temps de Clovis, etc. » Et donc, il y a, dès le départ, avec cette espèce de surinvestissement de l'élection présidentielle, un modèle qui part d'en haut et qui va, vu la société dans laquelle on est, reposer sur un modèle ultra émotionnel, puisqu'on demande à tout un peuple d'élire un président sans rapport direct en fait, à ce qui va toucher sa vie quotidienne. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que, précisément parce qu'on cherche à remplacer ce qui n'a pas eu, enfin ce qui n'existe plus au sommet de l'État, on a un modèle électif très porté sur l'émotion, et que ça, on a l'impression que ça se décline après à tous les échelons, alors que plus on est censé se rapprocher de la réalité du terrain, et donc par excellence auprès du maire, plus on va être normalement dans un mode d'élection ajusté, parce que là on élit quelqu'un non pas sur des raisons émotionnelles, mais sur des raisons purement pratiques, puisque le maire va régler vos problèmes et il va vous proposer non pas un programme idéologique, mais un programme concret de gestion d'un certain nombre de choses, etc. Donc on peut dire que quelque part, tout du fait qu'il y ait l'élection présidentielle comme centre nodal de tout, on a aujourd'hui une ambiance électorale à tous les niveaux qui transpire ce besoin émotionnel dévoyé de retrouver, on va dire, une sorte d'architecture monarchique en France. Et justement, en fait, ce que j'aime bien dans votre approche, c'est que vous partez beaucoup de la réalité, du concret, et que c'est justement dans la concrétude des situations qu'on est capable de désigner des chefs naturels, de les repérer et de pouvoir les mettre à un poste d'autorité dans lequel ils vont pouvoir servir le bien commun. Donc finalement, il faut retrouver cette architecture monarchique dont on parlait, où en tout cas, on part de la base du réel, où on a des chefs qui sont capables de servir le bien commun relativement en fait à des circonstances. Et donc, à quel moment, puisque donc là, on est parti donc dans cet émotionnel de l'élection présidentielle, etc., avec vraiment un discours très idéologique, comment est-ce qu'on peut rétablir une aristocratie qui soit localement en fait bien ancrée, où justement on peut restaurer en fait cette façon réaliste de concevoir l'élection du chef, mais à tous les différents niveaux de la société. Alors, question clé, effectivement, moi je pense qu'il faut avoir une action à tous les niveaux en même temps, parce qu'il ne faut pas négliger précisément cette construction monarchique, et c'est bien pour ça qu'il faut investir aussi tout ce qui tourne autour de l'élection présidentielle, et c'est pour ça que j'ai voulu m'en saisir. Sur la partie la plus proche du terrain, effectivement, il y a un principe que je trouve assez intéressant, un bon vieux principe paysan qui dit qu'il faut que celui qui tienne le marteau soit aussi celui qui tienne le clou. Donc, ça aide à faire les choses différemment. Si je le traduis en termes de type de comportement, ce qui est très intéressant, c'est que un chef qui s'exprime, ce qu'il émet en fait concrètement s'appelle des ordres. Et concrètement, il émet des choses exécutoires. Il va bien falloir qu'on passe par là. Et donc, il faut que ce soit exécutable. Parce que sinon, ça reste des vains mots. Ouais, bien sûr. Suffit de voir, moi c'est l'exemple qui me saute aux yeux, c'est le 3e confinement. J'aimerais bien faire la liste du nombre de gens qui se sont fait contrôler pendant le 3e confinement, mais il n'y a pas dû avoir grand monde. Parce qu'il y avait la xème couche de choses en plus dans une situation tendue, et donc que c'était une déclaration d'intention, et donc un pouvoir qui se fait martial dans des situations où il ne pourra pas aller jusqu'au bout ne peut pas être crédible. Donc quand on comprend ça, pourquoi c'est intéressant, c'est que ça va jouer forcément, c'est tout l'enjeu du livre, ça va jouer forcément sur le casting. C'est-à-dire qu'en fait,
la manière dont la vie politique s'est développée, à tous les échelons, au niveau comment dire, local, on vient de l'évoquer, comme au niveau national et au niveau régional, c'est construit sur des camps idéologiques. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est comme ça que j'aimerais répondre à votre question, c'est de prendre conscience de deux choses. La première, c'est que on vit une période historique dans le fait que il y a eu, je l'avais prédit dans le livre, hein, je rappelle qu'il a 5 ans ce livre, il y a eu la mort des partis. C'est-à-dire que là, ça saute aux yeux de voir à quel point les partis ne veulent plus rien dire. Ouais, c'est la déroute absolue des partis. Voilà. Et donc, on a cette opportunité de voir que les idées ayant été tellement galvaudées, il y a une incapacité pour nous aujourd'hui à pouvoir se positionner par rapport à elles pour avoir un discours durable. Donc, première chose, le fait qu'on vit une période historique dans le sens où toutes les tentatives idéologiques depuis 200 ans ont mené à un tel fiasco, je ne parlerai même pas des totalitarismes, qu'il y a une sorte de perte totale de crédibilité dans l'approche idéologique. Ouais. Et au passage, on y reviendra, il est absolument vain aujourd'hui de vouloir repositionner à nouveau des gens qui ont un discours idéologique fort dans l'espoir de l'emporter, parce que c'est se tromper de guerre. Ouais. Et c'est se tromper pour moi tout simplement de l'exercice du pouvoir. Je suis désolé de cette saillie un peu crue, mais il faut arrêter de mettre des couilles aux idées, il faut mettre des couilles aux gens. Vous voyez ? Donc tout ce positionnement qui est de dire « Ouais, nous, on va faire différent parce qu'on va dire les choses cash », c'est une faiblesse de dire ça. Parce que quand on dit les choses cash radicalement, c'est une manière de rallier les gens pour qu'ils nous élisent. Mais après, il va bien falloir passer à la mise en œuvre. Et la mise en œuvre est compliquée, et la mise en œuvre est relative, et la mise en œuvre est dans la durée. Je reviens à ce que je vous disais, la mise en œuvre est dans l'exécutable. Et pour que ce soit exécutable, il faut prendre en compte un gros boulet, mais un boulet indispensable qui s'appelle le réel. Il faut marcher au pas lent de l'exécution. Je finis d'ailleurs toujours sur ce point-là. Ce qui est très intéressant, c'est ça. Quand vous regardez l'avènement de la Révolution avec Robespierre et tous les idéologues, c'est précisément le lieu du déraillement entre la pensée et l'action. Parce que comme on met comme primat que ce sont les pensées qui vont changer le monde, les idées qui vont changer le monde, et non pas le fait que ce soit un exercice compliqué d'artisan qui gère pas à pas, de père en fils, l'exécution de quelque chose de bousculé, on met comme postulat que quelqu'un qui pense plus large, plus loin, plus profond, plus vite, va être plus fort et va transformer la société. Non, je suis désolé, il y a un réel qui est toujours articulé, cette partie exécutable en fait. Et en fait, précisément ceux qui marchent, c'est pas ceux qui vont très vite dans leur tête, c'est ceux qui marchent au pas lent de la réalité. Alors, on peut dire que la pensée fait du vélo, ça tombe bien, on dit avoir un petit vélo. L'exécution marche pas, marche à pied, pour faire une tautologie. Voilà. Et donc, elle est sur ce pas lent. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième idée, la deuxième opportunité clé qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est de comprendre qu'avec la mort des partis, qu'avec la mort des idées, l'opportunité se fait d'une nouvelle élite politique. Parce que l'ancienne élite, qu'elle ait été idéologue ou qu'elle ait été dans la vente pure, c'est complètement décrédibilisé. La plupart des gens ont réellement de l'urticaire à entendre un certain nombre de prises de parole politiques. Et on ne le dira jamais assez, le fait majeur de ce temps, c'est l'abstention. La politique est un sport de riches. La politique est une occupation de gens qui sont déjà dodus et garnis partout et qui s'inventent de la moralité en se mettant des thématiques, quoi. Hein, Hidalgo, c'est la Rolls-Royce de cette politique du néant, du dérisoire, qui se croit morale, en fait, et qui pourrit la vie des gens. Voilà. Donc, avec cette configuration-là, les gens prennent bien conscience qu'ils ont besoin de quelqu'un qui, comme vous dites, soit toujours en articulation sur le réel. Et qu'est-ce qui fait qu'on est en articulation sur le réel ? C'est là qu'on en vient au cœur du sujet du casting. C'est qu'on ne procède pas d'une logique cartésienne de « je pense donc je suis » et qu'importe le réel. On procède d'une logique naturellement discernante qui est « j'écoute, donc je discerne, donc je suis ». J'écoute, donc je suis. Un chef, il dit « j'écoute, donc je suis ». Un chef, il a besoin d'un contexte pour se télécharger, pour exister.
C'est là que c'est intéressant de voir le biais de personnalité. Pourquoi un chef vient pas sur le devant de la scène pour dire « Hey, lisez-moi les mecs ?» Parce qu'il connaît le prix. Parce que lui, le boulet, il l'a intégré dans sa tête, le boulet de l'exécution. Il sait bien que ça va être compliqué. Il est comme le pape qui pleure dans la salle, la fameuse salle des larmes après avoir été élu. Parce qu'il sait que ça va être extrêmement compliqué. Donc pour se sentir légitime, il faut qu'on vienne le chercher. Parce que sinon, ce serait suicidaire d'aller devant autant de dangers. Il faut être inconscient comme un vendeur sans service après-vente ou un BHL de la pensée qui croit que le monde suit ses caprices de papier glacé pour croire que l'exécution est facile. Donc c'est en ça qu'encore une fois, aujourd'hui, parce que cette élite s'est complètement décrédibilisée, la soif devenant extrêmement comportementale et beaucoup plus qu'idéologique, c'est l'occasion de faciliter l'avènement de chefs au pouvoir, à tous les niveaux. Et comment est-ce qu'on peut identifier, parce que vous le faites dans le livre, vous établissez 3 types d'intelligence, 3 types de personnalités, des personnalités plutôt décisionnelles, justement, ce qui vraiment nous concerne là dans cette discussion, des personnalités plus cérébrales et d'autres plus relationnelles. Comment est-ce qu'on peut identifier parmi ces 3 types de personnalités lesquelles sont vraiment à même d'exercer cet exercice du pouvoir, cette charge, cette responsabilité? Alors, ce qui est passionnant pour moi, c'est quand même le premier point à souligner, c'est que tout le monde a sa place. Et c'est ça qui est magique. Et pour prendre une comparaison religieuse, on pourrait dire qu'il faut rechercher la trinité professionnelle. C'est-à-dire qu'on est condamné à interdépendre. Seul Dieu a la totalité des intelligences. Le fait qu'on ait précisément des intelligences d'ordre différents, de la même façon qu'en tant qu'hommes et femmes, on a des approches et des apports différents, nous amène structurellement, c'est ce qui fait pour moi la vitalité de l'humanité, à interdépendre. La difficulté, c'est pas l'interdépendance aujourd'hui. La difficulté, c'est le fait qu'on donne le pouvoir aux mauvais. Et que pour faire simple, dans le système scolaire, et donc dans la plupart des grands groupes, on donne le pouvoir et la prime aux sachants, qui savent tout sauf décider. C'est Clémenceau qui disait ça d'une certaine grande école que je n'aimerais pas, il disait « ils savent tout mais rien d'autre ». La vraie vie, elle est dans le rien d'autre. Et au niveau politique, règne émotionnel, on donne le pouvoir aux meilleurs représentants de commerce, puisque encore une fois, ils sont les rois de la conquête du pouvoir, et puis après, la difficulté, c'est l'exercice du pouvoir. Donc ce qui est intéressant pour moi, c'est prendre le temps, et au passage, c'est intéressant pour chacun aussi dans sa vie, de faire le départ entre la liste des qualités qu'on a acquis et la liste et la réalité de notre moteur de personnalité. Je vous donne un exemple très simple. Si vous prenez un médecin Mère Teresa, un médecin expert-chercheur ou un médecin urgentiste, ils peuvent avoir sur le papier le même CV. La différence va être dans la durée de leur exercice, de l'exercice de leur métier, plus exactement. C'est-à-dire qu'un médecin Mère Teresa, pour lui, tout est prétexte à la relation. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais techniquement. Mais ce qui le fait se lever le matin, c'est qu'il sait qu'il va rencontrer beaucoup de gens, qu'il va avoir avec eux une interaction variée, profonde, féconde. Il va être dans l'accompagnement, dans la compréhension. Bref, vous lui mettez 200 fois la même pathologie, ça lui pose un problème, il rencontre 200 personnes. Donc son génie, c'est celui du lien à créer et à faire croître. Vous prenez le médecin expert-chercheur, pour lui, c'est l'inverse. Pour lui, c'est pas la connaissance qui est prétexte à la relation, c'est la relation qui est prétexte à la connaissance. Il veut des cas à étudier, il veut des cas compliqués, il veut que viennent dans son bureau tous les cas non référencés. Voilà, et donc, le mec qui vient de Tchernobyl avec un bras dans le dos. Parce que là, il aura des matières à étudier ou matières à trouver. Et entre les deux à chercher. Mais, et donc, cette personne-là, vous comprenez bien que si vous le mettez à Calcutta parce qu'il connaît bien les maladies tropicales, il va dépérir. Parce que la réalité quotidienne de son métier va être désalignée. De la même façon que si je prends mon médecin Mère Teresa à l'Institut Pasteur, il va dépérir aussi. Entre les deux, il y a un grand oublié de nos élites actuelles qui est l'urgentiste. Parce que l'urgentiste, pareil, il peut être extrêmement bon techniquement. Mais ce qu'il va mobiliser à la minute où il fait son tri, ce n'est ni d'abord son savoir-faire relationnel, ni d'abord son savoir-faire technique. C'est son intelligence des situations.
c'est le roi de la relativité, pas du relativisme. Dans Ouais. tous les combats idéologiques, on a tellement combattu le relativisme qu'on a oublié qu'il y avait la relativité. Sauf que dans les idées, le relativisme est un problème. Mais dès qu'on parle du réel, on est à la minute où ça commence dans la relativité. Parce que le contexte ne cesse pas de bouger. Faut-il intervenir en Libye? Ben, ça dépend. Après l'attentat de Lockerbie, sans doute. Tel qu'on l'a fait il y a quelques années, sûrement pas. Vous voyez, Saddam Hussein est-il un salopard? Oui, parce que là on travaille sur le fond et sur l'analyse absolue des consciences. Faut-il destituer Saddam Hussein? Ça s'étudie. Je suis pas sûr que la situation actuelle soit supérieure à la situation qu'il y avait avant. Donc, voyez bien que c'est là, l'urgentiste, il est par nature un acteur de contexte et de relativité. Si je résume, on peut dire que ça comme ça va aller après sur la manière dont on doit approcher les personnalités politiques. Un relationnel, c'est quelqu'un dont la matière première est l'interaction et dont le produit fini est le lien. Voilà, Sarko, Hollande. C'est des candidats professionnels. Ouais, oui, exactement. C'est-à-dire que dans le métier de candidat, c'est ça faire. Mm. Ils sont alignés. Et le problème vient quand on leur demande la solitude du discernement. Le désalignement existe à la minute où ils doivent exercer le pouvoir. Chez les prophètes, ce sont des gens qui vont avoir une puissance soit créative, soit analytique, soit experte. Donc tous ceux qui vont soit produire des idées, soit produire des avis, soit produire des expertises. C'est Einstein, c'est Attali comme conseiller ou c'est Juppé comme expert. C'est des gens, je dis d'eux qu'ils ont le logiciel sans Wi-Fi. C'est-à-dire qu'ils ont la puissance, ils n'ont pas la connexion. Et donc ils ont comme grande tentation de dire des choses justes, mais à côté de la plaque, hors de propos. On connaît tous, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font des fiascos monumentaux alors que leurs idées sont géniales, juste parce qu'elles ne sont pas au bon moment. Vous voyez? Et ça implique, ça se mettrait sur un autre sujet, beaucoup de pratiques du pouvoir qui ont souvent une logique de décalage. C'est la grande différence pour moi entre De Gaulle et Churchill. De Gaulle est un créatif. C'est-à-dire que De Gaulle, il a des idées fixes. Donc ça marche très bien quand on vient à lui, quand les contextes sont alignés à ses idées. On le voit en 40, on le voit dans les années 60, dans tout le rôle majeur qu'il a sur l'indépendance de la France avec les deux blocs. Mais dès que les contextes se désalignent de lui, c'est plus faire. 46 dépassé par les communistes, guerre d'Algérie, on ne peut pas considérer que ce soit un succès, 68 redépassé. Et donc, là où Churchill, qui a fait aussi beaucoup d'erreurs, mais Churchill est un culbuto. Il passe son temps à se repositionner. Pour lui, l'arrivée de situations nouvelles lui permet sans cesse un repositionnement. Donc, c'est là le troisième moteur. Le moteur décisionnel se nourrit donc non pas de relations ou de contenu, comme c'est le cas pour le relationnel ou le cérébral, mais il se produit de contexte. Sa matière première, c'est le contexte. C'est un percolateur de contexte. Et son produit final, ce n'est pas contenu ou le lien, c'est la décision. C'est une machine à décision. Voilà. Vous voyez bien encore, on pourra en parler, et ça fait très longtemps du coup qu'on n'a pas eu de chef en politique, c'est la grande difficulté. Vous voyez bien comment, à tous les niveaux, on le voit en politique, mais partout, dès que moi j'interroge des gens en entreprise, le besoin crucial, c'est pas en général les dispositifs d'accompagnement ou la qualité de la technique, du savoir-faire. Partout où bas blesse aujourd'hui, c'est sur la prise de décision. Et vous citez dans le livre une phrase de Louis XIV, justement, à ce propos de la décision, de cette intelligence de se laisser interpeller par le réel. Enfin, vous l'avez sans doute mieux que moi. Oui, cette phrase de Louis XIV, qui est très chouette, qui dit « Gouverner, c'est laisser agir la facilité du bon sens. » C'est très beau. C'est canon. Ouais. Et là où pour moi c'est plein d'enseignements, c'est que on est dans un monde agité, où il y a du bruit de partout. Ça nous met là encore en écho aux deux occasions majeures dont j'ai parlé. Mort des partis, avènement d'un changement de casting. Quand il y a un brouhaha dans une classe, il y a deux manières d'y mettre un terme. Soit vous criez plus fort que tout le monde, soit vous vous taisez. Aujourd'hui, le silence a un pouvoir considérable, précisément, parce que ça court tellement dans tous les sens que quelqu'un capable d'être un peu aligné, un peu centré, de rester calme, avant même d'avoir prononcé le moindre mot, a déjà un avantage parce que justement,
sa posture comportementale et celle de l'action. On va prendre le temps de faire. Là où l'agitation des idées a vu à quel point elle était vanité. Voilà. Et donc, par rapport à la phrase de Louis XIV, ce qui est très intéressant, c'est que, justement, dans un monde qui résonne, il est intéressant de voir, et c'est la meilleure manière de traduire la soif de réel dont vous faites partie, dont vous faites pas, pardon. Vous faites partie de ceux qui la recherchent. Mais c'est que c'est le réel qui commande. Dans l'armée, on dit c'est le terrain qui commande. Et donc, comme c'est le terrain qui commande, comme ce sont les situations qui doivent nous imprégner pour qu'on ait la possibilité d'y voir clair et d'y creuser un sillon particulier pour traverser les difficultés de la vie. Le point clé, c'est l'écoute. Donc le discernement, ce n'est pas du raisonnement, ce n'est pas de la conjecture mentale, ce n'est pas de l'exhaustivité idéologique. C'est une qualité d'écoute intérieure qui permet de saisir ce qui est en train de se jouer, qui fait que là c'est grave, on laisse passer, et que là c'est dérisoire. Là c'est pas grave, pardon, on laisse passer. Là c'est majeur et on met toute son énergie là-dessus. Il y a depuis 40 ans un nombre de seuils qui ont été franchis considérables sans que jamais il y ait de réaction. Presque, je pense, ne serait-ce que sur rapport à l'ordre. Aujourd'hui, vous arrivez en France, vous voyez la manière dont certains voyous parlent aux policiers, vous dites ça fait 40 ans qu'il n'y a pas eu un moment où quelqu'un dit stop, c'est non négociable. Tu ressors 10 fois jusqu'à ce que tu me parles correctement. Juste, je ne peux pas tolérer que tu me parles comme ça. Je représente, vous voyez, Bac Nord, comment c'est criant de voir qu'il y a eu des seuils successifs dans le rapport à l'autorité qui n'ont pas été respectés. Donc pour avoir, là où on va passer des politiques entières sur des choses qui sont pour le coup complètement dérisoires, et je suis désolé, mais Hidalgo aura une spéciale dédicace aujourd'hui, mais voilà, c'est le cas d'école, de voir comment on fait des politiques entières sur des choses dérisoires, à enlever les panneaux de signalisation dans les rues, là où tout est crado, l'insécurité galopante, et Stalingrad et Woodstock, c'est l'ouvert. Voilà. Et donc, un refus de voir la réalité. Paris n'a jamais été aussi belle que sous son mandat. Voilà, et en plus, elle s'auto-convainc. Mais donc, voilà, c'est exactement ça. Et si je reviens sur cette définition du discernement, du coup, ce qui est très intéressant, c'est que ce qui va permettre justement de refaire partir un pays, c'est par étapes de voir là où est le lieu de conjonction de l'action. C'est-à-dire là où il y a un facteur le plus marquant de la manière d'embarquer les gens sur quelque chose qui les fait repartir et qui les fait se relever. Et donc ça, encore une fois, ça ne se raisonne pas, ça s'écoute. Ça part forcément de la réalité, d'une écoute large de la réalité du pays, d'une écoute large de la réalité à la fois des gens et des situations. Et donc, laisser agir la facilité du bon sens, c'est acter avec Louis XIV qu'un monarque ne peut pas être un vecteur de caprice, mais qu'au contraire, il est serviteur par son écoute. Voilà. C'est vraiment très bon. La question qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir comment mettre cela en application. Comment est-ce que n'importe qui aujourd'hui qui peut écouter cette vidéo peut se dire maintenant je dois repérer en fait ces personnes-là dans mon entourage professionnel, dans mon entourage familial, etc. et de pouvoir bien discerner aussi quelles sont les personnes qui sont les plus à même de porter ce discernement dans l'action politique, dans l'action sociale, etc., pour arriver justement à redresser le pays. Très bonne question aussi. C'est-à-dire que là-dessus, l'idée clé pour moi, c'est partir de soi. C'est-à-dire que s'il y a un point commun à tout ce que je vais vous dire, c'est que plus vous descendez dans vos trésors d'intériorité, plus vous serez en capacité de durer. Enfin, on pourrait dire ça comme ça pour la rime. Descendre dans les profondeurs du silence pour écouter l'évidence. Vous voyez, parce que le discernement, c'est l'accueil de l'évidence. La différence entre le fantasme et l'évidence, ou entre le raisonnement et l'évidence, c'est que le raisonnement suit un petit vélo mécanique en dehors de la réalité, que le fantasme vous envahit mais disparaît, et que l'évidence revient. Qu'elle calme et qu'elle revient, comme un Jean Carry mental. Le pire exemple que je puisse vous donner de ça, et je vais répondre à votre question de manière détaillée, c'est un exemple de vie courante. Il y a ceux qui veulent choisir leur femme sur catalogue, vous voyez, leur conjoint, et donc ils vont cocher les cases. Concrètement, ça ne marche pas. Ça, c'est la logique. C'est croire que
Ce qui doit se faire est une somme. Non, ce qui doit se faire est une alchimie, un algorithme. Et donc ça, c'est la logique. Le fantasme, c'est quelque chose qui vous envahit parce que ça va flatter chez vous plein de rêves inavoués, plein de frustrations, plein de choses. C'est si Alice Taglioni vous regarde avec les yeux de l'amour, et vous, mesdames, Georges Clooney avec ou sans Nespresso. Voilà. Et là, vous êtes illuminé soudainement de voilà, enfin quelqu'un qui me rend ma juste valeur. Dès que vous laissez passer cet envahissement-là, et que vous vous replongez dans votre vie courante, ça disparaît. Comme le nuage de crème de Nespresso. Voilà. Et donc, là, tandis que la réalité, quand vous rencontrez vraiment la personne qui est faite pour vivre avec vous, vous avez beau chercher à vous échapper mentalement, elle revient comme une marée répétée. Ça, c'est vraiment le principe de discernement. C'est vraiment ce que je veux donner comme affaire très concrète pour que chacun se pose la question de là où il doit agir. Beaucoup de gens qui agissent par pure logique ou par pure fantasme. Vous voyez. Donc, ils sont traversés par plein de volontés de sauver le monde comme ça, soudainement, mais soit ça s'hystérise, parce que parfois il y a un sous-jacent psychologique de blessure, soit ça se radicalise par pure logique en dehors de la réalité. Donc, et c'est assez drôle d'ailleurs de voir même des gens qui sont là à préconiser le retour réel, mais en le violant, quoi. Donc c'est un peu perturbant. C'est pour ça qu'il faut revenir sur le mécanisme. Quand on prend le temps du discernement, on va toujours après avoir 3 étapes pour changer les choses. Et là, c'est intéressant de le traduire par rapport à la partie politique au sens large. Premier, c'est que du coup, découvrir sa personnalité. On a parlé un peu des 3 moteurs. Hein. Si je les donne en une formule, on est tous prêtres, prophètes et rois. Et il y a bien des prêtres, des prophètes et des rois. Et les applications, hein, je parle bien sûr pas au niveau religieux. Hein. Oui, est-ce que, parce que vous avez fait ce transfert à un moment donné, en parlant de ces 3 personnalités, donc décisionnelle, cérébrale et relationnelle, et vous avez transposé ça sur le modèle du prêtre, prophète et roi, est-ce que vous pouvez vraiment... Allez, les remettre en alignement. Oui, le prêtre, c'est le professionnel de la relation. Hein, et donc, je dis que les gens qui sont prêtres, ça veut pas dire qu'il faut qu'ils rentrent dans les ordres, ça n'a rien à voir. Là, donc, les prêtres, c'est professionnel du lien, en fait. Hein. C'est bien pour ça que souvent, on a fait la distinction spirituelle et temporelle, parce que vous irez voir un prêtre dans les pires conditions, il sera toujours là pour vous accueillir, vous confesser, etc. Voilà. Parce qu'il est dans l'absolu du lien. Voilà. Un prophète, c'est un acteur de contenu. Lui, ce qu'il veut, c'est dire les choses, mais il n'est pas tellement soucieux du contexte, de la mise en application. Il balance des vérités éternelles. Voilà. Et il laisse après les rois se démerder avec. Voilà. Et puis enfin, les rois sont les acteurs de la vie courante et sont les acteurs de la décision contextuelle. Voilà. C'est bien pour ça qu'il y a toujours eu ces distinctions-là, qu'il y a toujours eu la distinction du spirituel et du temporel, et que saint Thomas d'Aquin n'était pas régnant. Voilà. Aujourd'hui, on crée des élites de saint Thomas, en fait. Hein. Pour regarder, petit aparté aussi là-dessus, on est en pleine réflexion sur l'Église, mais il y a aussi un vrai sujet de casting. Vous regardez la plupart des évêques de France, c'est soit des saint Thomas, soit des saint Vincent de Paul. Donc, voilà, ça, qui sont... Voilà, ça manque de Richelieu, c'est exactement ça. Ça manque de Richelieu, il en faudrait peut-être un peu plus à partir du moment où on est évêque. Saint Vincent de Paul, il n'est pas passé évêque, c'est pas pour rien, parce que son génie, c'était celui de l'accueil, du soin. Mais il n'a pas cherché à être évêque. Par contre, Saint François de Sales, voilà, bien plus calibré, et il ne se contentait pas de préconiser des choses éternelles, il prenait bien des décisions contextuelles. La petite histoire, ça nous amène, mais on va revenir sur le sujet, Saint François de Sales, un jour, c'est mon patron, je connais bien, mais un jour, il tombe sur son valet, sur son valet de chambre, qui était en train d'écrire un truc, et quand il rentre dans la pièce comme ça, il voit son valet de chambre qui tout de suite range la lettre avec l'air confus. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Montrez-moi ça. En fait, il était en train de vouloir demander la main d'une veuve sur laquelle il avait des vues. Qu'a fait Saint François de Sales? Il ne va pas expliquer les vérités éternelles du mariage, ou il n'a pas cherché à faire de la confidence de bar. Et après, il a dit, mais vous y prenez comme un manche. Et il lui a fait ça. Et il lui a fait sa lettre. Côté très pratique. Voilà. Donc, j'adore ce genre d'anecdote, d'action. Voilà, il lui a fait sa lettre de déclaration. Voilà, et donc, si on revient sur ces moteurs-là, donc voilà, le prophète, ça produit du coup un contenu. Donc ça, je dis ça pour tous les gens, notamment qui sont très doués
dans les idées, dans les études, etc. Ils peuvent éclairer les choses, ils peuvent apporter beaucoup. Et cas d'école pour moi du prophète, c'est Bel-Ami. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est lumineux, qui a une profondeur d'intelligence devant laquelle je m'incline complètement, mais qui doit rester sur les lieux où il produit de la pensée à profit de tout le monde. Il est beaucoup plus Saint Thomas que Saint Louis. Voilà. Et donc, par contre, si on met vraiment dans des purs, je ne crois pas d'ailleurs que ce soit ce qu'ils recherchent eux-mêmes, hein, si on met dans dans le pur exercice du pouvoir, il sera confortable. Voilà. Et puis un roi, c'est quelqu'un qui a d'abord l'intelligence des situations et qui, en toutes circonstances, a une sorte de repositionnement dynamique dans sa tête pour savoir ce qu'il faut décider. Le drame, encore une fois, c'est que un chef fait une moisson différée. Là où un vendeur et un expert ont des moissons immédiates. Le vendeur, il embarque tout de suite au niveau émotionnel, et encore une fois, le penseur, on revient à mon tout premier sujet, il se soucie pas tellement de savoir si ce qu'il va dire va être exécutable. Il le dit en soi, hors du temps. Donc, ce qui explique encore une fois aujourd'hui pourquoi il faut aller pousser ses chefs sur le devant de la scène, parce que par nature, ils se mettent en retrait. Voilà. Et donc, pour répondre à votre question par rapport à ça, le premier sujet, c'est de savoir qui on est et de comprendre que la meilleure manière de sauver le monde, c'est d'être soi. Plus vous prenez le temps d'accueillir votre talent, de le déployer tel qu'il est, plutôt que de courir vers des causes pour se donner une bonne conscience, ça part souvent de mouvements très généreux. Plus on prend le temps de déployer son talent, plus on va s'apercevoir que la fécondité, j'aime beaucoup ce terme-là, va être au rendez-vous. J'en témoigne comme orienteur de plus de 900 personnes. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de gens inhibés, qui végétaient, qui à partir du moment où ils ont décidé de faire quelque chose qui leur corresponde, se sont mis à fleurir à tout niveau. Bloody Sunday a plus fait pour la cause irlandaise que bien des négociations politiques. Donc on a un groupe de chanteurs qui ont écouté leur talent à l'instant T, et ça a produit des effets politiques inattendus. Voilà. Et je peux témoigner à mon niveau, 10 ans après avoir créé ma structure, à quel point, à partir du moment où on est aligné, il y a une démultiplication pour moi, à l'heure actuelle, de sujets sur lesquels le discernement est nodal. La fécondité est là. Voilà. Et je suis convaincu d'être plus fécond là, tel que je suis aujourd'hui, que si j'avais voulu à tout prix me mettre dans une cause, m'engager pour telle autre chose. Juste par loyauté à une cause, volonté de changer le monde. J'ai changé le monde en étant monde. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est le fait d'avoir le réflexe de s'entourer. C'est-à-dire que, souvent comme ça que je commence mes confs, je demande aux gens quelle est la différence entre De Gaulle et Napoléon. Tout le monde s'escrime à trouver une réponse. Beaucoup parlent de la taille, après une longue observation. Et le petit nerveux corps, c'est le grand tout mot. Voilà, mais en fait, militairement parlant, la différence entre les deux, c'est l'intelligence des entourages. De Gaulle a fini par s'entourer, mais il a été très solitaire, il a quand même éconduit beaucoup de gens, ce qui fait que militairement parlant, après politique c'est un autre sujet, militairement parlant, De Gaulle n'a pas gagné de bataille. Si Napoléon en a gagné, c'est pas simplement parce qu'il était dans un moment où il y avait l'opportunité. De Gaulle a quand même vu Abbeville et Montcornet, qui ont été Abbeville un fiasco, et Montcornet pas une victoire, contrairement à ce qu'on peut dire. Et puis les guerres de 14, il s'est fait faire prisonnier très rapidement. Pourquoi ? Parce qu'il est resté à la pensée militaire. Et qu'il n'a pas eu l'intelligence de s'adjoindre les services de quelqu'un capable de le compléter. Et là où Napoléon, à la minute où il entreprend des combats, il a avec lui toujours un bras droit, dont le plus connu est Berthier, qui a vraiment été l'artisan de ces victoires. Donc, mon deuxième conseil, c'est que chaque fois que les gens se retrouvent dans des aventures où il y a un sujet de durée, un sujet de développement, d'avoir systématiquement l'intelligence du complément. Quand vous regardez le nombre d'œuvres qui existent aujourd'hui, qui explosent en plein vol, on en voit énormément, qui ont des bonnes intuitions mais qui explosent en plein vol, c'est parce qu'on a négligé le facteur humain. Et que soit on est tombé sur des gourous, des gens qui vivaient ça justement par compensation, par défaut de savoir qui ils étaient, soit on a toute une série de mauvaises décisions qui ont été prises parce que on avait quelqu'un qui avait des bonnes idées mais qui n'avait aucune intelligence, aucune forme d'intelligence de la gestion humaine. Et donc on a une accumulation d'erreurs qui ont été commises parce qu'on a chaque fois négligé le facteur humain. Le deuxième conseil, c'est qu'il
Il faut tout de suite avoir le réflexe de se dire qui je suis, qui me complète. C'est l'image que je donne souvent aussi en entreprise, c'est ce que j'appelle l'image de l'aigle et des oies sauvages. Les gens qui sont des aigles, qui ont une vue fulgurante, qui vont très haut, très bas, qui sont dans la vitesse des idées. Et ils croient que tout le monde va suivre. C'est fameux, l'intendant suivra, De Gaulle. Non, l'intendance ne suit pas, en fait. Parce que l'intendance, elle n'est pas en avion de chasse, en fait. Donc, concrètement, moi, cette histoire-là, je l'avais dite à un dirigeant qui avait une boîte qui avait très cru, qui était très brillant. Je lui dis, je ne sais pas si tu t'es aperçu, mais tu as derrière toi une formation d'oie sauvage en V, voilà, qui s'appelle ton équipe, en fait. Donc, si tu continues à faire l'aigle devant, là, derrière, ça vomit. Donc, soit tu trouves le vol stabilisateur de l'oie sauvage, mais comme tu es un aigle, tu auras du mal. Soit tu restes scoté, et c'est utile que tu sois scoté, tu gardes cette agilité de la pensée, mais tu trouves une oie sauvage leader qui stabilise ta formation, parce que le rythme d'un groupe, le rythme de l'action, le rythme de la relation n'est pas le rythme des idées. Et il faut des intelligences qui se confrontent pour que ça dure. Voilà. Et la troisième idée, c'est le fait qu'une fois qu'on a compris ça, il faut durer dans la difficulté, justement. On sait qui on est, on sait comment on s'entoure. Et là, je vous dirais ça de manière très simple, c'est garantir la fonction discernement. C'est-à-dire que si on n'est pas un chef naturel, le mieux, c'est d'avoir, a priori, un adjoint qui l'est. Si on ne l'a toujours pas, c'est de se trouver un conseiller qui soit capable de vous garantir cela. C'est-à-dire qu'en fait, la garantie de durée d'un projet, c'est une intelligence qui discerne. C'est une intelligence qui passe son temps à réactualiser l'espace-temps pour dire, ok, jusque-là, ça avait du temps, jusque-là, ça avait du sens, là, ça n'a plus de sens, il faut se repositionner. Le cas d'école, pour moi, c'est précisément le Covid. C'est-à-dire que quand on regarde le Covid, qu'au moment où se décide le premier confinement, on puisse prendre des dispositions pour ça, ça peut se défendre. On n'a pas tous les éléments, il y a beaucoup d'incertitudes. Mais à mesure que le temps passe, vous voyez très bien comment il y a une démultiplication des lieux de crise, entre la crise économique, la crise sociale, la crise sécuritaire. Et donc il y a une nécessité à ce moment-là de se repositionner au centre de gravité de l'action. Et c'est ce qui me frappait notamment quand ont été prises les décisions du deuxième et du troisième confinement, c'est-à-dire qu'on était encore dans une logique qui refusait de prendre ce temps d'absorption, qui refusait de prendre la volonté, encore une fois, d'un repositionnement, qui se figeait sur un lieu de mesure pour donner des gages, et au risque de passer complètement à côté de la plaque. Donc, vous voyez, garantir la fonction discernement, c'est donc créer un dispositif pour qu'il y ait cette intelligence contextuelle qui soit sans cesse en train de repositionner, de reprendre la mesure de là où les choses se passent. Je vois. Et par rapport à ce que vous disiez, en fait, justement, de garantir cette fonction de discernement et cette fonction de décision, qui est vraiment ce couple-là qui fonctionne ensemble, moi je me demande par rapport au Royaume de France, qui a duré très longtemps, si ces deux fonctions étaient bien comprises, si justement, puisqu'en fait il y a l'hérédité dans le Royaume de France, donc on n'est pas sûr que le fils, le prince, soit en fait un chef. Oui. Et on voit par exemple que Louis XIV était un chef, qui s'est bien entouré de Bossuet, qui est un bon conseiller, et qui lui a permis de prendre des décisions plus ajustées. Mais par exemple, Louis XVI n'était pas tellement dans ce cas de figure, et il n'a pas su s'entourer des conseillers ou de chefs, justement, capables d'articuler sa vision. Oui. Quelle est donc la manière, est-ce qu'il y a une manière de garantir justement ce couple-là, moteur, pour justement, si on devait restaurer ce Royaume de France à l'avenir, ou même dans la fonction présidentielle, voilà. C'est là que c'est tout l'enjeu, c'est-à-dire que moi je vois beaucoup de gens qui agissent par pure nostalgie ou par la volonté que puisse exister quelque chose qui leur est historiquement cher. Mon unique souci, moi, c'est le bien de la France. C'est pas la réinstauration de quelque chose qui a existé. Mon unique souci, c'est le bien de la France, et pour ça, partir de la réalité. Partir de la réalité, construire à partir d'elle. Ce qui est intéressant quand on regarde justement la trame monarchique, c'est qu'au-delà du sujet de l'hérédité, qui est tout un autre sujet, parce que effectivement, il y a une réalité qu'on peut
qu'on peut constater, c'est que sur tous les rois qu'on a eus, il y a eu quand même une grosse majorité de chefs. C'est un fait. Là où sur tous les présidents qu'on a eus, il n'y en a pas eu beaucoup. Voilà, donc forcément, ça questionne statistiquement sur la capacité de l'un et de l'autre système à produire ce qu'on attend. Mais au-delà des questions de système, ce qui est passionnant aujourd'hui à voir, c'est de voir que le centre de gravité, si on parle de ça, le centre de gravité du fonctionnement de l'État monarchique était la décision. Là où le centre de gravité du fonctionnement démocratique tel qu'il existe aujourd'hui en France n'est pas la décision, c'est l'élection, c'est la conquête du pouvoir. Donc c'est le fait de pouvoir plaire et de pouvoir rallier à un moment donné suffisamment de suffrages pour être mis en place. Donc le sujet, plutôt que de parler de système, c'est avec la situation qu'on a, de voir comment on peut faire changer les choses concernant l'exercice du pouvoir en garantissant la fonction de discernement. Et donc, c'est là que du coup, moi j'ai vraiment, si je reprends mes 3 triptyques pour les traduire en politique, c'est changer de casting. Donc prendre conscience que le système électif tel qu'il existe aujourd'hui ne promeut pas les bons candidats, donc faire une sorte de pré-sélection. Je viens souvent pour ça à la guerre de Vendée qui m'est chère, parce que c'est un cas assez rare dans l'histoire où la très grande majorité des chefs, pour ne pas dire la totalité des chefs qui ont été poussés sur le devant de la scène, l'ont été faits à leur corps défendant, parce qu'ils avaient été attestés dans leur fonction avant. On avait reconnu en eux une capacité d'entraîneur d'hommes, une capacité qui peut être parfois purement guerrière, mais une capacité de discernement. Gattino, quand il prend les armes, il connaît strictement rien à la guerre. Et c'est pour ça qu'il va tout le temps, au départ, s'appuyer notamment sur Stofflet pour petit à petit se faire à la main. Voilà. Et puis, donc, le premier sujet pour moi, ce serait que d'insuffler, si vous voulez, le réflexe à tout citoyen français, de se dire, plutôt que d'écouter celui qui va me séduire, qui je connais, qui, en cas de crise, parce que souvent les crises le permettent, mais quand il n'y a pas de crise, qui je connais en cas de crise, pourrait être suffisamment costaud, inspirant et stable dans ses jugements pour qu'il puisse me sortir de la situation et le pousser sur le devant de la scène. C'est intéressant, ça fait la boucle avec ce sur quoi on a commencé, c'est revenir aux aristocraties primitives, qui sont des aristocraties de temps de crise, qui fait qu'on pousse sur le devant de la scène des gens pour nous gouverner, et je suis convaincu qu'à ces époques-là, quand on regarde la réalité de ce qui s'est passé, c'était pas le plus beau parleur, mais c'était plutôt le meilleur guerrier. Donc le premier sujet, c'est ça. Guerrier et guerrier entraîneur d'hommes, parce qu'il y a des combattants individuels qui ne sont pas des bons chefs. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est de persiller les organismes politiques, les équipes politiques de chefs. À défaut, il y a des gens qui sont des têtes de gondole, entre guillemets, qui seront difficilement remplaçables, mais qu'à défaut, on leur adjoigne non pas une tendance idéologique de plus, ou un conseiller en com, ou un conseiller juridique en plus, mais des chefs naturels qui seront capables de les tempérer, des Richelieu capables de les raccorder à la réalité de l'exercice du pouvoir. Et la troisième chose, c'est, quand je dis garantir la fonction de discernement, c'est réfléchir du coup à la manière dont se construisent déjà en campagne, mais à défaut, au moins quand on est au pouvoir, les structures décisionnelles. Vous regardez ce qui est patent dans le pouvoir actuel, c'est qu'il n'y a plus personne qui conteste le président actuel. Quand vous parlez de tous les gens qui s'approchent aujourd'hui de l'Élysée, ils disent c'est une très grosse majorité de gens qui ont moins de 35 ans, et dans lesquels, même s'il peut y avoir des gens brillants, il n'y a plus personne qui est capable de rentrer dans l'art du président. De lui dire, là, non, on décolle, là. Donc, voyez bien comment il y a un vrai sujet sur la construction de l'organe de l'exercice du pouvoir. Aujourd'hui, l'organe de l'exercice du pouvoir, c'est un organe de communication. C'est un organe de communication, d'omniprésence. Et tout est fait pour maintenir l'effet de l'élection pendant les 5 ans pour qu'elle se reproduise. Mais il n'y a plus de lieu de construction lente et silencieuse des mécanismes d'exécution. On revient sur ce petit boulet de l'exécution du côté exécutoire-exécutable, qui doit se faire avec des binômes, donc avec des gens qui auront l'intelligence stratégique, donc l'intelligence plutôt de l'exécution, avec des conseils confrontants. Le conseil du roi, c'est ça qui est intéressant à voir. C'est que même les rois considérés comme les plus despotiques en France prenaient généralement parmi leurs conseillers des gens capables de leur rentrer dedans avec des cercles différents. Et donc c'est ça qui assurait la possibilité d'une décision juste.
Et Louis XIV, avant d'exercer le pouvoir à 21 ans réellement, il a passé des années sous la Régence puis sous le pouvoir de Mazarin à faire lui-même le cheminement de discernement pour savoir ce qu'il fallait décider dans telle et telle situation. Il s'est exercé à ça. Voilà. Et donc, c'est pour ça que cette troisième partie de la fonction de discernement, c'est comment on construit un conseil qui n'est pas un conseil de défense opaque, qui devient une sorte de caisse d'enregistrement opaque de décisions dont on ne connaît absolument pas les tenants et les aboutissants, mais qu'on ait un vrai lieu de confrontation permettant le raccordement à la réalité, et qu'on ait aussi un vrai lieu qu'on pourrait appeler cloître du discernement, qui soit un lieu de silence, de retrait. Voilà. Je rêverais aussi que le porte-parole du gouvernement fasse son job, c'est-à-dire que c'est lui qui communique pour tout le monde, et que les ministres arrêtent de buter, arrêtent de passer leur vie dans les visites à communiquer. Un ministre, ça devrait être taffé, silencieusement, comme un président. Merci beaucoup François Bert. Avec Est-ce que plaisir. vous auriez, pour terminer, un conseil à donner un peu de manière très générale à ceux qui nous écoutent, ceux qui sont déjà peut-être en position d'autorité? Voilà. Est-ce qu'il y aurait un conseil que vous donneriez particulièrement? Le conseil que je leur donnerais, c'est un conseil sans doute inattendu, c'est le fait de travailler leur solitude. C'est-à-dire qu'en fait, dans un monde extrêmement fluctuant, traversé par des modes, qui tend, j'aimerais appeler ça la trouillocratie, tellement l'interdépendance fait que personne n'ose s'opposer. Rien n'est plus utile et nécessaire que quelqu'un capable de créer un îlot de force, de tempérament et de discernement. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut être capable de travailler sa solitude, parce que la solitude, c'est un creusement. Là-dessus, il y a une très belle parole de Saint Bernard de Clairvaux qui dit « Ne soyez pas des canaux, soyez des réservoirs ». Parce que le réservoir donne ce qu'il a en trop, donc il ne se met pas en danger pour ça. La deuxième chose, c'est qu'il filtre. Et la troisième chose, c'est qu'en temps de crise, il est capable de durer. Parce qu'il a précisément de la réserve. Et donc, il n'y a pas de secret. Ce réservoir intérieur, il se creuse par un rapport à la solitude, par une autonomie de pensée, par une capacité à se couper des tendances et des agitations. Voilà. Très bien. Merci beaucoup François Bert. Avec plaisir. Merci Swan. Pour entrer plus à fond dans le sujet, je ne saurais que trop vous conseiller l'excellent ouvrage de François Bert, Le temps des chefs est venu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager largement autour de vous. Et si vous souhaitez poursuivre l'aventure et découvrir à quoi l'avenir de la France pourrait ressembler si nous agissions avec le réalisme de la philosophie politique traditionnelle, alors n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Et pour soutenir mon travail, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee. À bientôt!